Donc moi c'est Alain, donc aujourd'hui, donc comme il a dit Jules, donc j'ai quitté Sciencio. Je suis parti dans une startup qui s'appelle Mobility Work. Donc le projet, c'est tout simplement révolutionner le monde de la maintenance à travers des outils exceptionnels. Donc on est en train d'avancer sur pas mal de problématiques. Donc qui sait, peut-être que l'année prochaine, je vous apporterai un peu de retour d'expérience par rapport à tout ça. Donc là, aujourd'hui, si je suis là, c'est surtout grâce à Ryan. Parce que Ryan, il a pas mal contribué, donc il a pas mal contribué sur les composants Symfony, notamment avec l'introduction de Webpack encore. Donc pour ceux qui me connaissent, donc l'année dernière, j'avais également fait un talk sur Webpack, sauf que Webpack encore n'était pas encore sorti. Du coup, je pouvais pas teaser, je pouvais pas en parler. Maintenant, voilà, on peut apporter cette nouveauté. Et tout ça, je veux remercier Ryan parce que c'est grâce à lui que je suis là et du coup aussi par rapport aux différents slides que je vais vous présenter. Donc, depuis que je suis arrivé ce matin, donc j'ai eu au moins 3 ou 4 fois la blague. Donc, il va nous parler encore de Webpack. Non, sauf qu'aujourd'hui, je vais vous parler de Webpack encore. Donc, celle-là, c'était gratuit. J'étais obligé de passer par là. Alors, donc là, ce qu'on va voir, on va essayer de voir tous les nouveautés qu'on peut voir aujourd'hui dans du développement front-end. Donc, on va appeler ça du JavaScript moderne. Donc, on va parler de ES6. On va parler de ES 2015, on va parler d'ECMAScript, on va parler de Node.js, on va parler de Yarn, on va parler de Babel, de Webpack, de React.js, de modules, etc. Et bien sûr, de toutes les nouvelles choses qu'ils ont créées depuis qu'on a commencé la conférence Symfony Live. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a tout plein de techno dans le monde JavaScript. Alors, ces gars, ils sont super forts parce que ils inventent plein de packages. Si vous allez sur NPM, vous allez voir le nombre de packages qu'il y a, c'est juste hallucinant. Mais c'est bien, c'est un écosystème qui bouge énormément. Et du coup, nous aussi, en tant que développeurs Symfony et plus même, on devrait pouvoir utiliser ce genre de techno pour nos différents besoins. Alors, il y a un terme qui revient assez souvent aujourd'hui dans la communauté JavaScript, c'est JavaScript fatigue. Alors, JavaScript fatigue, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement être paralysé du choix. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez démarré un projet. Il y a tellement de choses dans le monde JavaScript que je vais me poser la question, est-ce que je vais partir sur du React? Est-ce que je vais partir sur du Vue.js? Est-ce que je vais partir sur du Parcel? Est-ce que je vais partir sur du Turbo? Etc. Donc ça, c'est un petit peu dommage parce qu'il y a tellement de choix que souvent, on est bloqué à cette entrée-là. Donc, il y a aussi le sentiment de devenir très rapidement obsolète. Donc aujourd'hui, vous allez commencer à développer sur React, sauf que Vue.js, il commence à monter derrière. Vous faites, chouette, il y a plein de nouvelles fonctionnalités que je pourrais utiliser dans mon projet. Pourquoi je ne passe pas sur du Vue.js? Bon, voilà, ça c'est les inconvénients de l'écosystème JavaScript. Et aussi, vous êtes frustré parce que souvent, il y a ça va tellement vite que ils ne prennent pas forcément le temps d'avoir assez de documentation. C'est assez jeune. Donc les développeurs qui sont derrière, ils prennent pas le temps forcément de tout documenter. Et vous pouvez aussi avoir cette problématique de ne pas pouvoir retrouver votre petit bout de code sur Stack Overflow. Ne baissez pas la tête, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font. C'est pas une honte, c'est normal, on est développeurs, on a besoin aussi d'avoir un petit peu de retour d'expérience des autres. Alors ça c'est du code JavaScript simple. Donc ça c'est un juste console.log. C'est du JavaScript classique. Donc ça, ce bout de code là, je peux l'exécuter aujourd'hui avec du Node.js, donc qui est le moteur de rendu JavaScript, donc c'est l'engine. Je peux exécuter ça très rapidement dans ma console et ça va me sortir mon petit message dans le terminal. Donc, on va parler aussi beaucoup de Yarn et de NPM. Donc, juste pour la précision, donc Yarn et NPM, c'est tout simplement les composeurs pour Node.js. Donc là, ce qu'on va retrouver en général pour installer nos différents packages. Alors, donc là, j'ai un petit shop, donc je gère des produits. Voilà, j'ai une bergerie et j'ai besoin d'avoir plein de petits produits pour entretenir mes petits moutons. Donc, j'ai une liste de produits. J'ai une liste de produits au début que je déclare tout en haut. Et ensuite, à la suite de ça, donc, je vais créer une petite callback function qui va aller boucler sur mes produits et afficher un petit message dans la console. Donc là, je vais dans mon navigateur, je vois, super, ça marche, c'est nickel, c'est bien, c'est propre. Sauf que ça, c'est du JavaScript un petit peu optionnel. Donc aujourd'hui, il y a des nouveautés dans JavaScript. On va essayer d'utiliser ces nouveautés-là. Donc une des nouveautés, là, on va déclarer une nouvelle classe, donc Product Collection, qui va prendre un argument tout simplement ma liste de produits. Et je vais instancier donc ma Product Collection et refaire la même chose exactement que ce que je faisais auparavant.
Donc il y a une petite syntaxe ici qui est un petit peu particulière. Vous inquiétez pas, c'est du JavaScript, vous allez voir, c'est très simple. Donc tout ça, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est vraiment du JavaScript? Parce qu'en JavaScript, aujourd'hui, on ne peut pas faire des classes. Sauf que si, on peut. Vous allez voir ça très rapidement. Donc ECMAScript, ça c'est le nom officiel qu'on donne au standard JavaScript. Donc si vous entendez parler d'ECMAScript, c'est tout simplement le standard qui est mis en place pour JavaScript. Et aujourd'hui, ES6, ES 2015 ou Harmony, c'est tout simplement la 6e version du standard de JavaScript. Donc le bout de code qu'on a montré tout à l'heure, ça c'est de l'ES6. Donc l'ES6, ce qui va permettre, c'est de pouvoir avoir la facilité d'implémenter des classes, de pouvoir faire de l'héritage, très simplement, et après de pouvoir avoir tout un ensemble de nouvelles fonctionnalités, comme par exemple l'utilisation de nouveaux mots-clés comme let ou const. Vous allez pouvoir trouver ça, donc c'est juste la version améliorée de var. Et vous allez avoir aussi ce genre de petite syntaxe là, qui est exactement la même chose en fait qui est exactement la même chose que notre fonction JavaScript de tout à l'heure, donc qui prend en argument un produit et qui va tout simplement faire un console.log derrière. Et là, vous vous demandez, mais est-ce que ça fonctionne dans mon navigateur? Ça marche pas trop, non. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre 5 ans que les derniers navigateurs puissent supporter ce genre de fonctionnalité. Ou peut-être qu'on peut tout simplement utiliser ce qu'on appelle Babel. Donc Babel, qu'est-ce que c'est? C'est un transpiler. Un transpiler, c'est quoi? C'est un outil qui va prendre votre code et qui va le transformer dans un autre code. Là, en l'occurrence, on parle de ES6. Il va prendre tout ce qui est ES6, il va le transformer pour que votre navigateur il puisse le lire avec du JavaScript classique. Donc, Babel, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un binaire que vous pouvez installer via votre packager préféré, donc Yarn, ici en l'occurrence. Donc là, je peux faire juste un yarn add -dev babelcli, ou sinon, si je veux passer par mon fameux package.json, je peux, je rajoute dans mes dépendances dev, et puis je l'installe tout simplement. Donc, une chose intéressante, c'est que Babel, il peut transpiler tout ce qu'il veut. Donc, il peut transpiler du CoffeeScript, il peut transformer du café en thé, il peut prendre de l'ES6 en ES5, et apporter toutes les nouvelles fonctionnalités d'ECMAScript. Donc là, on est en train d'aller vers la version 7. On peut d'ores et déjà commencer à utiliser des fonctionnalités de la version 7 avec le ES6 et l'utilisation de Babel. Alors, donc là, je vais retourner dans mon terminal. Je vais essayer d'exécuter mon code ES6 que j'avais tout à l'heure avec ma classe Product Collection. Là, je lui donne un petit argument -o qui est juste l'output, dans le répertoire dans lequel je veux faire sortir mon code. Donc, en source, vous voyez que je prends ma fameuse fonction, et là, il va la transformer en fonction que mon navigateur va pouvoir interpréter très facilement. Alors, une chose intéressante ici, à noter, c'est que pour pouvoir faire du JavaScript moderne, il faut utiliser une fonction de build. Mais ça nous permet d'utiliser un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, donc c'est quelque chose qu'on veut quand même pouvoir utiliser. Donc, les nouveautés aussi dans ES6, on a ce qu'on appelle les JavaScript modules. Alors, je pense que vous avez tous été confrontés à un moment à ces différents problèmes. Vous voulez organiser votre code. Vous voulez faire en sorte que, au lieu d'avoir à charger 15 fichiers sur votre contrôleur ou sur votre page, vous voulez juste en charger qu'un seul, qui lui va aller faire la connexion avec les autres librairies que vous allez développer. Sauf qu'aujourd'hui, on peut difficilement faire ça sans utiliser un package manager. Donc là, si je reviens sur mon exemple avec ma classe Product Collection, donc je rajoute deux nouvelles fonctions. Une pour pouvoir récupérer mes produits et une autre pour pouvoir récupérer un seul produit dans ma collection. Une chose importante qu'il faut que je fasse, c'est que j'exporte cette classe pour pouvoir la réutiliser dans un autre module par la suite. Donc là, j'ai un autre fichier productapp.js dans lequel je vais importer tout simplement ma classe Product Collection et à partir de là, je vais pouvoir l'instancier. Donc voilà, là, c'est la chose importante qu'il fallait retenir. Je vais retourner maintenant dans ma console et là, je lui dis, OK, bon, tu me prends mon fichier productapp.js et tu vas me le sortir dans webbuilds productapp.js. Bien sûr, je vais aller modifier mon template Twig pour pouvoir charger ce nouveau fichier. Et là, je vais pouvoir aller tester dans mon navigateur que ça fonctionne. Sauf qu'il y a un petit problème, ça ne fonctionne pas, parce que les navigateurs aujourd'hui ne supportent pas ce genre de syntaxe.
Donc, le chargement de modules, aujourd'hui, c'est super compliqué avec les navigateurs, c'est pas pris en charge. Donc, il va falloir utiliser une nouvelle fonction, une nouvelle librairie pour pouvoir charger nos différents packages. Et là, je vais vous introduire donc Webpack. Alors, Webpack, qu'est-ce que c'est? C'est un bundler et un module loader. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va prendre un fichier en point d'entrée et il va vous le packager avec toutes vos différentes dépendances. Donc, par exemple, vous avez besoin de jQuery, vous avez besoin de Lodash, un certain nombre de fonctionnalités. Ça, vous les mettez dans votre point d'entrée et à la fin, ce qu'il va vous faire, il va faire un package. Il va générer donc un fichier qui va contenir tout le code JS qui a été importé dans votre fichier d'entrée. Donc, on va aller l'installer, tout simplement. Donc, je vais aller faire un yarn add -dev webpack. Maintenant, je vais aller modifier très rapidement. Je vais retourner sur mes fichiers. Et là, je vais pouvoir exécuter mon binaire webpack pour pouvoir aller charger les différentes informations. Donc, pareil que tout à l'heure, sauf que là, j'ai modifié le nom du binaire ici. Tout à l'heure, c'était Babel, mais là, j'utilise webpack. Et Webpack, ce qu'il va faire, donc il va prendre mon fichier product app.js et il va aller charger tous les fichiers qui sont chargés dans le fichier product app.js. Donc je lui ai dit tout à l'heure que j'avais importé mon product collection et bien sûr j'ai mon fichier product app.js. Donc ce qu'il va faire, il va prendre ces deux fichiers-là et il va former qu'un seul fichier avec ces deux fichiers. Et puis il me sort un certain nombre de choses intéressantes comme la taille du fichier final, d'autres fonctionnalités que on ne va pas voir tout de suite, mais voilà. La syntaxe que j'ai vue tout à l'heure, elle est un petit peu compliquée. Je ne veux pas faire ça à chaque fois que je veux charger que je veux créer un package. Donc je peux lui donner un fichier de configuration. Donc ce fichier de configuration s'appelle webpack.config.js. Vous le mettez à la racine de votre projet, vous exécutez webpack et automatiquement il va pouvoir charger ce fichier. Donc une chose importante à noter ici, c'est que je lui donne un point d'entrée, donc tout à l'heure on en a parlé. Là, je le nomme product.js, Et je lui dis que le chemin vers ce point d'entrée-là, c'est web.js, product app.js. Et j'ai la possibilité aussi de lui définir un output. Donc je lui dis dans quel répertoire je veux déposer mon nouveau fichier. Je lui donne le nom du fichier. Là, j'ai une syntaxe un peu particulière avec le crochet name, qui va tout simplement prendre mon point d'entrée et me former un fichier avec ce point d'entrée-là. Donc là, comme vous pouvez le voir à la fin, je peux aller dans mon fichier product.html.twig et le charger avec le chemin build product.js. Et ça fonctionne. Donc, j'ai deux manières maintenant de pouvoir exécuter Webpack. Donc, soit j'utilise le bon vieux NPM, soit j'utilise yarn. Et là, je peux faire juste yarn run Webpack et ça fonctionne. Donc ça, c'est super. OK. Maintenant, on a tout plein de nouvelles fonctionnalités avec Webpack. On va les utiliser. C'est important, c'est intéressant. Vous allez voir qu'il y a un certain nombre de fonctionnalités qui vont être vraiment utiles pour nos différents use cases applicatifs. Donc on voit qu'il y a tout plein de fonctionnalités. On ne va pas toutes les citer, mais il est capable d'utiliser le transpilaire de Babel. Il a un dev server, il a des optimisations pour la prod, je peux charger du Sass, je peux charger du Less, je peux charger du React, je peux charger du Vue. Voilà, je peux charger un certain nombre de choses, et ça, c'est vraiment bien. OK, super. Sauf que, quand je veux utiliser toutes ces fonctionnalités-là, je me retrouve avec un fichier qui fait juste 1000 lignes. C'est illisible. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'arrive pas à lire ce que j'ai écrit. Et c'est aussi 1000 façons de pouvoir se tirer une balle dans le pied. Donc, à maintenir cette configuration, je pense que c'est juste pas possible. Donc là, on va introduire tout simplement Webpack Encore. Alors, Webpack Encore, juste pour l'info, Webpack Encore, c'est un package donc, qui est arrivé dans l'écosystème Symfony, juste après la conférence de l'année dernière. Donc, ça fait à peu près un an que c'est en production. Et on peut l'utiliser. Donc, on va repartir à zéro. Donc là, je vais supprimer mon package.json, je vais supprimer mon yarn.lock, parce que quand on installe les paquets, Yarn, il est capable de nous générer un fichier .lock, comme dans Composer. Ça, c'est génial. Et je vais supprimer aussi toutes les dépendances Node Module. Là, je vais aller modifier mon fichier, je vais aller créer un fichier app.js, très simple, avec juste un console.log et le Word, pour m'assurer au moins que Webpack Encore fonctionne convenablement et qui répond aux besoins que j'ai. Allez, je vais installer Webpack Encore, donc yarn add, @symfony/webpack encore, -dev.
je vais aller modifier mon fichier webpack.config.js. Donc là, je peux aller charger le fichier binaire JS qui a été généré pour mon module Webpack. Je définis une petite variable dans laquelle je vais lui passer un certain nombre d'arguments. Donc là, je peux lui donner l'output path. Donc là, le chemin vers lequel je vais générer tous mes fichiers buildés. Je peux lui donner également un public path. Donc ça, c'est le chemin que l'on va utiliser avec la fonction asset de Symfony. Et je peux lui donner aussi un point d'entrée. Donc là, plutôt que product, là, je vais l'appeler tout simplement app. Je lui dis que mon fichier, il est dans asset.js, app.js. Là, j'ai une petite fonctionnalité qui va me permettre de dire est-ce que je génère le source map ou pas en fonction de si je suis en production ou pas. Et j'exporte la configuration. Donc ce qui est bien, c'est que avec Webpack encore, en quelques lignes, je peux reproduire la même chose que j'avais tout à l'heure avec mes 1000 lignes. Ça, c'est génial. Là, je peux aller exécuter donc la commande encore dev --watch pour m'assurer que tous mes fichiers puissent être, que mon navigateur va se rafraîchir automatiquement en fonction des différentes modifications que je vais faire. Et là, ce qui va me générer, donc je vais aller dans web build, je vais pouvoir voir qu'il m'a généré un fichier app.js et un manifest.json. Alors le manifest.json, il me semble qu'on en parle un petit peu plus par la suite, mais le manifest.json, ça va être intéressant, surtout pour les cas où je vais vouloir builder pour la production. Donc pour la production, j'espère que vous utilisez du catching d'assets. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre votre fichier build app.js et en face, il va vous donner la version avec le hash qui va bien. OK, tout ça c'est bien, c'est génial, sauf que moi j'ai besoin de jQuery sur mon application. Comment je vais faire? Alors tout simplement, je vais aller modifier mon fichier app.js, je vais aller mettre du code JavaScript, donc je vais donc aller créer une balise H1 avec I love big text, tout simplement. Et là, je vais lui dire que je veux importer jQuery. Quand je retourne dans ma console, là, j'essaye de réexécuter la commande yarn run encore dev. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va charger Webpack pour pouvoir essayer de me créer mon nouveau package app.js. Sauf qu'il y a un petit problème, il ne trouve pas jQuery. Il va falloir lui dire, il va falloir installer jQuery. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la sortie, là, je peux voir qu'il me donne un indice de comment faire pour résoudre cette erreur. Donc ça, c'est super. Si je suis un développeur qui arrive sur ces nouvelles technologies-là, je ne suis pas perdu, donc je suis accompagné. Ça, c'est génial. Donc là, je vais aller charger mon package jQuery, yarn add jQuery -dev. Hop, automatiquement, je rebuild derrière. C'est bon. Je rebuild derrière et je vais pouvoir donc utiliser jQuery dans mon navigateur et ça, c'est génial. Donc, sauf que moi, je ne fais pas que du JavaScript. Et j'ai aussi du CSS, j'ai des composants JavaScript qui utilisent leur propre style CSS. Vu que je suis capable de packager tout ça, j'aimerais que mon CSS il soit chargé en même temps que mon package JavaScript. Webpack encore, il est capable de faire tout ça aujourd'hui. Donc là, je fais juste un require de mon fichier coolapp.css. Je réexécute ma commande Webpack encore. Et là, il m'a généré un fichier app.js, un fichier app.css avec mon manifest.json et je peux aller charger dans mon template Twig mon fichier app.css. OK, maintenant j'ai besoin d'avoir Bootstrap. jQuery, c'est bien. Bootstrap, c'est encore mieux parce que je vais pouvoir faire un peu de style. Donc là, ce que je vais aller faire tout simplement, c'est que je vais aller installer Bootstrap, yarn add Bootstrap. Je vais charger dans mon fichier coolapp.css le fichier CSS qui va bien. Et là, je vais aller exécuter encore ma commande --watch. Et ça va marcher. Croyez-moi, vous pouvez tester, ça marchera. Mais comment je vais faire avec les images et les fontes que je charge depuis mon fichier CSS? Tout simplement, Webpack encore, il est capable aujourd'hui de pouvoir gérer cela pour vous. Donc là, je vais réexécuter ma commande. Donc on peut voir que dans la sortie, il m'a généré un dossier fonte avec Glyphicon. Il m'a généré aussi mes images avec mon fichier SVG pour Glyphicon. Et ça, c'est super.
Alors, il faut arrêter de penser au JavaScript comme du code qui peut s'exécuter. Donc, il faut pouvoir se dire, OK, j'ai du JavaScript, maintenant je vais pouvoir packager un petit peu tout ça, je vais pouvoir charger à la fois des images, à la fois des CSS et tous les fichiers que j'ai envie de charger, et ça doit pouvoir marcher. Donc, il faut vraiment voir aussi JavaScript comme quelque chose qui va vraiment me permettre de packager des dépendances dans mon application. Et si j'ai envie d'utiliser Sass à la place de CSS, comment ça marche? Voilà, je peux aller dans mon fichier app.js, je lui fais juste require css app.scss, je l'exécute et problème. Donc là, comme je ne lui ai pas dit que j'utilisais du Sass dans mon application, il n'est pas capable de pouvoir l'interpréter. Mais c'est pas grave, il me donne le nécessaire pour pouvoir aller installer mon application. Donc, pour pouvoir le fixer, il me dit tout simplement d'aller rajouter encore.enable sassloader dans mon fichier webpack.config.js et que j'installe sassloader et node sass avec la commande suivante, et puis c'est parti, on y va. Donc là, je vais aller modifier mon fichier webpack.config.js, je rajoute enable sassloader, j'installe mes différents packages, et ça roule. Sauf que là, je rencontre un nouveau problème. J'ai vu que je pouvais packager mes différentes applications, mes différentes parties de mon code. Ça, c'est génial, mais par contre, j'aimerais pouvoir avoir du CSS et du JS spécifique pour chacune des pages. Tout à l'heure, on était sur la page du produit. Imaginons que plus tard, j'ai besoin d'avoir du JavaScript et du CSS pour mon carte. Mais je vais pouvoir le faire très rapidement aussi. Hop. Donc là, je vais aller modifier mon fichier webpack.config.js en lui rajoutant un nouveau point d'entrée avec mon product app, le chemin vers le fichier productapp.js. Là, je vais modifier donc mon fichier product.html.js pour aller charger le CSS spécifique à ma page de produit, le JavaScript spécifique à la page des produits. Et là, je peux aller voir dans mon répertoire, dans mon IDE, tous les fichiers qu'il a générés. Donc, il a bien généré un app.css, un app.js, un productapp.css, un productapp.js. OK, sauf que là, il y a beaucoup trop de dépendances avec jQuery, il y a beaucoup trop de fichiers. Comment je peux faire? Donc, on peut voir que les fichiers qui ont été générés ici, ils sont assez conséquents. Parce que, bien sûr, notre fichier app.js, il va contenir toutes les dépendances que j'ai chargées. Donc, j'ai chargé jQuery, j'ai chargé Bootstrap, j'ai potentiellement chargé Lodash, Underscore, etc. Donc, voilà, mon fichier, il va commencer à grossir. Sauf que moi, j'ai besoin que mon fichier soit plus léger pour que je puisse le charger plus facilement dans ma page. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Donc, je vais pouvoir déclarer un point d'entrée partagé. Donc là, mon app, mon point d'entrée app.js, lui, il sera partagé et il va contenir toutes les dépendances que j'ai dans mon application. Donc, il va contenir tout ce qui est jQuery, il va contenir tout ce qui est Bootstrap. Et par contre, dans mon fichier product.app.js, j'aurai que ce qui est spécifique à ce composant-là. Alors, je vais modifier donc mon fichier base.html.twig pour aller charger le nouveau fichier manifest.js qui va me générer. Et là, je suis content. Mon fichier, il a réduit de taille et je vais pouvoir aller faire du développement dans mon coin. Donc, maintenant, parlons de asset versioning. On avait parlé tout à l'heure du manifest.json qui allait générer, en fonction de si j'étais en production ou pas, un hash pour chacun de mes fichiers. Eh bien, avec Webpack encore, ça c'est très simple. J'ai juste à rajouter la petite ligne suivante, enable versioning, et hop, automatiquement, il va me générer un fichier avec un hash au milieu. Donc ça, on peut le régler avec Webpack encore ou Webpack, ça c'est assez simple à gérer. Si vous voulez plutôt le mettre à la fin ou réduire la taille du hash, ça vous pouvez le gérer. OK. Maintenant, je veux du cache busting. Comment ça se passe? Là, maintenant qu'il m'a généré mes fichiers avec mon hash, comme ça, je ne pourrai pas le charger. Vous pouvez essayer, vous allez rouvrir votre navigateur, vous rafraîchissez la page, vous allez voir qu'il ne va pas trouver le fichier le hash.css. Il faut que je lui dise d'aller charger mon manifest.json pour pouvoir justement
me sortir le bon fichier en fonction du point d'entrée que je lui donne. OK. Donc la tête de mon fichier manifest.json, le voici. Donc j'ai le chemin vers lequel mon fichier est, build/app.css. Et là, il me donne le chemin exact avec le hash qu'il a généré. Donc ça, c'est génial. Et comment je fais pour charger ça maintenant avec mon application Symfony? Hop. Dans Symfony, maintenant, vous avez la possibilité de lui donner cette clé dans le package assets. Vous pouvez lui donner JSON manifest path, et là, le chemin vers le manifeste qui a été géré. Et là, automatiquement, lorsqu'il va tenter de charger votre fichier .css ou .js, il va aller récupérer, à partir du manifest.json, le bon mapping qui va bien pour vous sortir le fichier qu'il faut. Donc, ajouter du cache, du long-term caching sur vos applications, ça va être génial. Donc, maintenant, si je veux passer du code à mon JavaScript, donc là, je peux aller modifier très rapidement donc, mon fichier product.html.twig. Je lui crée une div avec un ID product app, dans lequel je vais lui passer un data-product avec mes produits encodés en JSON. Et par la suite, dans mon fichier product.app.js, je vais vouloir charger ce document-là. Je passe donc starting product égale root.dataset.product. Donc ça, c'est pour aller charger les données que je lui ai passées dans le DOM de mon fichier HTML. Alors, on a parlé aussi de React dans cette présentation, donc on va rajouter un nouveau terme. Je vais faire du React maintenant. Donc, là, j'ai une syntaxe avec React, donc j'ai rajouté React avec Webpack encore, et là, je vais pouvoir charger du React sur ma page product.html.twig. Donc là, j'ai du JavaScript classique, et là, je peux utiliser donc React DOM.render, dans lequel je vais déclarer un composant product app qui prend un argument à l'entrée, donc c'est le message, et des produits initiaux. Donc là, mes produits initiaux, c'est ceux que j'ai récupérés via mon dataset. Et là, sauf que quand je vais essayer de réexécuter ma commande Webpack encore, il ne va pas réussir à le faire parce qu'il me manque un certain nombre de choses. Donc là, il est assez intelligent pour me dire qu'il ne reconnaît pas cette syntaxe. Donc qu'est-ce que tu peux faire pour fixer cette syntaxe-là? Tout simplement, c'est aller installer Babel Preset React et d'activer React sur mon fichier webpack.config.js. Alors, dans Webpack encore, il y a plein de fonctionnalités. Donc il y a React, Preact, Vue, TypeScript, je peux faire du code splitting, la gestion des source maps, le versioning, je peux utiliser du Sass, du Less, Stylus, je peux minifier également mon CSS, mon JavaScript, et ça, c'est génial. Mais maintenant, comment ça se passe pour la production, pour déployer tout ça? Parce que là, du coup, j'ai introduit une nouvelle dépendance qui est Node.js, il va falloir que je lance la commande de build à chaque fois que je veux faire un déploiement, comment je peux faire? Alors, vous avez la version sale, tout simplement installer Node en production, et utiliser encore sur votre serveur de production pour générer vos fichiers. Et il y a la version plus simple, qui est potentiellement, si vous avez une CI, de lancer cette commande encore sur votre CI, de générer les fichiers, et puis de les resyncer peut-être sur votre serveur. Et là, vous serez content parce que vous n'aurez pas à introduire une nouvelle dépendance sur votre serveur. Donc, si on met tout ça ensemble, on a parlé de S6, de S 2015, d'ECMAScript 2015. Alors, donc on a dit que tout ça, c'était la nouvelle version de JavaScript, c'est du JavaScript moderne, qui n'est pas encore supporté sur tous les navigateurs. Sauf que Babel arrive à la rescousse pour nous aider justement à transformer tous ces nouveautés JavaScript-là en du vieux JavaScript qui va pouvoir être interprété dans notre navigateur. On a parlé de Webpack, donc Webpack qui est notre outil qui va pouvoir prendre un certain nombre de types de fichiers, comme le JavaScript, le CSS, et me générer un package JavaScript. Et on a parlé de Webpack encore, qui va vous permettre de ne pas avoir à vous soucier de la documentation Webpack, de la longue configuration qu'on a vue tout à l'heure, en quelques lignes, de vous permettre d'avoir soit du React, soit du Vue.js, soit du Sass, soit n'importe quelle techno que vous voulez utiliser à partir du moment où elle est supportée. Si elle n'est pas supportée, je vous invite à faire une petite PR, tout le monde sera content. Donc, Webpack encore, voilà, c'est vraiment génial, ça permet d'abstraire toutes ces choses-là. Allez-y, utilisez Webpack encore et faites-nous des retours. Merci à tous. C'est chaud.
qu'il y a des questions? Il y a une question là-bas. Bonjour, merci pour la conf. Est-ce que j'avais plusieurs questions. Est-ce que tu as testé Webpack 4 et parce qu'il vise justement à simplifier la configuration et justement, est-ce que Webpack encore a encore son utilité? Ouais. Alors, je vais la répondre très simplement. Je n'ai pas encore testé Webpack 4 parce que si tu commences à gérer toutes ces configurations-là, donc tu vas retomber dans ce JavaScript fatigue qui est que à chaque fois qu'il y a une nouvelle version, un nouveau package qui sort, tu vas devoir aller à chaque fois modifier ton code. Donc maintenant, il me semble qu'il y a Webpack 4 qui va être supporté dans Webpack encore très prochainement et du coup, tu n'as pas besoin d'aller aller lire la documentation ou l'apprendre si ce sera wrappé pour toi, quoi. D'autres questions? Ah, tout en haut. Oui, bonjour, merci pour ta présentation. C'était exhaustif et sympathique. Ma question, c'était, tu as dit que Webpack était un bundler et un loader. D'accord. Alors, quand on parle de loader, on s'entend que c'est un loader qui importe des modules que Webpack a injectés dans le contexte de la page JavaScript auparavant, et non pas un loader dans le sens d'un require.js qui fait plutôt du lazy loading, qui est complètement différent. Donc, est-ce que tu as trouvé un moyen de pouvoir faire avec du Webpack et éventuellement avec encore ce que fait require.js, c'est-à-dire ne charger dans ta page que les JS dont tu as besoin, oui, sans avoir à les configurer dans un fichier de maintenance, etc. Alors, j'en ai parlé un petit peu au début. Donc, une des fonctionnalités qu'on a dans Webpack, c'est ce qu'on appelle le code splitting. Donc, tu peux faire ça avec du code splitting. Donc, il y a une syntaxe un petit peu particulière à mettre en place, mais en gros, il va charger que le code que tu as besoin en fonction de ce que tu auras défini. Donc ça, c'est ce que fait un petit peu avec. Tu peux retrouver dans Require. D'accord, mais ça veut dire que tu dois quand même lui dire ce dont tu vas avoir besoin dans la page. Parce qu'un Require.js va plutôt, tu écris ton pattern JS en AMD, tu fais dépendre ton JS1 d'un JS2 qui dépend d'un JS3. Si tu injectes JS1, Require.js va automatiquement charger pour toi 3 et 2, et dans l'ordre qu'il faut. Est-ce que Webpack va faire quelque chose comme ça? Oui, c'est supporté. D'accord. Merci. Une question. Plus bas là, à gauche. Merci. Ouais, c'était une petite question sur un truc sur lequel tu es passé assez vite. C'était sur, tu avais un add style dans lequel tu importes ton CSS, ton JS, pardon. Ouais. Et moi, gros ballot, vieille habitude de front, j'ai cherché comment importer du CSS. Donc j'ai trouvé le add style entry dans le web config dont tu n'as pas parlé là, mais parce que c'était peut-être pas la bonne méthode. Moi, je cherche à comprendre pourquoi est-ce que, en fait, quel est l'intérêt d'aller chercher des CSS dans ton JS, d'autant qu'après, au niveau de ta structure, tu as tous tes CSS et tes JS au même endroit. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on tend vers ça? Enfin, quel est l'intérêt, en fait? Alors, je n'ai pas d'a priori là-dessus. En fait, ce qu'on va apporter en fait, avec Webpack, c'est vraiment du bundling. C'est-à-dire que, voilà, tu imagines que tu as, donc là, si on reprend l'exemple, une page qui affiche tes produits, tu veux que ton code, que tout le code que tu charges pour cette page-là soit chargé via ton package. Donc, l'intérêt en fait que tu vas avoir, c'est justement de pouvoir splitter toutes ces fonctionnalités-là et de ne charger que les fichiers qui t'intéressent. Donc maintenant, il y en a ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent, notamment dans React, tu peux utiliser le CSS, les classes CSS pour charger du code CSS très simplement dans ton fichier JavaScript. Voilà. Okay. Je ne sais pas si... Si, ouais, un peu, ok. Non, je pensais qu'il y avait peut-être un truc que j'avais loupé sur le fait que maintenant, on allait faire comme ça.
Voilà, que c'était un Non, screen non, qu'on bah met après, dans je le pense que c'est un choix. Il faut que vous mettiez d'accord et que en fonction de vos pratiques à vous. Il n'y a pas de bonne pratique. Est-ce qu'il faut charger le CSS comme ça ou comme ça, comme ça? Voilà, c'est vraiment un choix technique à faire collégialement. Ok, merci. D'autres questions? Bon, merci à vous.